Monsieur, bonjour, merci de vous joindre à nous pour votre émission de chaque vendredi, c'est le week-end. Un numéro d'ailleurs, nouveau numéro qui est dédié spécialement et exclusivement à nos enfants et à leurs droits en premier lieu, à quelques jours de la journée internationale des droits des enfants, donc le 20 de ce mois. Pour ce faire, nous aurons le plaisir de recevoir le réseau NADA, donc le réseau algérien pour la défense des droits de l'enfant. Il sera également question du bien-être de nos enfants. Leur santé passe par un bon sommeil et constitue d'ailleurs un élément très important pour leur développement. L'occasion aussi pour nous de parler de la tenue du 5e congrès international du sommeil qui aura lieu le 29 et 30 de ce mois donc au sud algérien. On reviendra bien sûr parler avec notre invité concernant donc cet événement. Mais pour l'instant, je vous demanderai cordialement de rester branché Canal Algérie pour votre émission C'est le week-end. On se retrouve juste après ceci. مورا درنا قولوا لي وش كاين مورا درنا قولوا لي وش كاين كاين غابة مجملها غابة والغابة مورا درنا إلا لولا لولا إلا لولا لولا إلا لولا لولا إلا لولا لولا داخل غابة قولوا لي وش كاين داخل غابة قولوا لي وش كاين كاين شجرة مجملها شجرة والشجرة داخل غابة والغابة مورا درنا إلا لولا لولا إلا لولا لولا إلا لولا لولا إلا لولا لولا فوق الشجرة قولوا لي وش كاين فوق الشجرة قولوا لي وش كاين كاين غصنة مجملها غصنة والغصنة فوق الشجرة والشجرة داخل غابة والغابة مورا درنا إلا لولا لولا إلا لولا لولا إلا لولا لولا إلا لولا لولا Et c'est sur cette note d'innocence que nous allons commencer notre plateau aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir quelques membres du réseau NADA, à leur tête bien sûr Monsieur Arar Abdrahman, merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik dans C'est le week-end, c'est la première fois dans C'est le week-end. On avait fait des émissions autres que C'est le week-end, mais c'est la première fois. C'est la première fois, Ah mais bah, c'est pas la marhaba première bik. fois avec Canal Algérie. Oui, bah ça c'est clair. Marhaba bik, vous êtes accompagnée de dames, donc Madame Kareb Sabrina, coordinatrice du réseau NADA dans la wilaya de Tizi Ouzou. Marhaba bik, merci d'avoir accepté notre invitation. Et Madame Sarah Bjaoui, responsable des relations extérieures. Marhaba bik. Merci d'être là avec nous. Monsieur Arar, un état des lieux s'impose aujourd'hui parce qu'on est à quelques jours donc, de la Journée internationale des droits des enfants. Un état des lieux de leurs droits justement en Algérie. Si on devait faire le bilan aujourd'hui. Bien sûr, c'est important un état de lieu et de mettre la lumière un petit peu sur la situation. Chaque moment, chaque occasion, chaque opportunité. Mais il y a des mécanismes qui sont utilisés dans cette dynamique de suivi, d'évaluation par rapport à l'évolution des droits de l'enfant en Algérie et même au-delà de l'Algérie. Parce qu'on a ratifié la Convention internationale, on appartient à une grande famille mondiale qui est vraiment l'institution internationale qui défend les droits de l'enfant. Aujourd'hui, l'Algérie elle a beaucoup investi sur les droits de l'enfant depuis l'indépendance, mais aussi elle a donné plus de dynamique à la lumière de la Convention et à la lumière de la ratification. Il y a des droits fondamentaux qui sont vraiment vulgarisés, qui sont accessibles par la plupart des enfants en Algérie. 14 millions aujourd'hui en Algérie d'enfants moins de 18 ans. C'est un chiffre important, c'est un tiers de la population. Ça, c'est voilà. sûr. Aujourd'hui, donc, si on voit de l'autre angle, il y a des problèmes, il y a des défis. Comme dans toutes les sociétés. Il y a des acquis, comme toutes les sociétés.
Mais vraiment, parmi les priorités qui sont aujourd'hui pris en considération, c'est cette question de la violence qui touche l'enfant. Mais pas que, parce que vous travaillez sur plusieurs volets à votre niveau au réseau NADA. On reviendra bien sûr pour en parler plus en détail. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, maintenant c'est à l'échelle internationale que ça se passe et vous travaillez avec plusieurs partenaires et organismes qui vous aident et que vous aidez aussi à concrétiser certains projets, à mettre en place certaines idées de part et d'autre par rapport à notre société, par rapport au vécu de nos enfants, justement. C'est normal, nous sommes une valeur ajoutée. Nous sommes un collectif associatif qui participe dans la protection, qui vulgarise, qui participe dans la prévention, la vigilance concernant les droits de l'enfant, mais aussi on participe avec des propositions sur le cadre légal, sur le cadre juridique et judiciaire. On accompagne pas mal de cas, pas mal de familles, pas mal de situations. On est dans pas mal d'organes de coordination, soit le délégué de l'enfant, soit les différents... À l'exemple d'eux, vous pouvez nous donner quelques exemples d'organismes? Là, avec le ministère de la Solidarité, on est dans le comité qui prépare tout un plan national de lutter contre l'exploitation des enfants dans la mendicité. C'est un problème aujourd'hui qu'on le voit quotidiennement. L'exploitation des enfants dans le marché informel. C'est un problème aujourd'hui. On le voit dans les marchés, on le voit dans les rues, dans les autoroutes, etc. Et cette force de proposition, elle est bien sûr basée sur une expertise, elle est basée sur un vécu. Et vous comptez, rien qu'à vous, donc, dans le réseau NADA, vous êtes à plus de 150 associations. C'est énorme aussi. Voilà. Et c'est pour ça l'approche qu'on a mis en place depuis 2004, c'est le réseautage. Le réseautage, il nous permet de gagner le temps, il nous permet de gagner l'espace et de résoudre... En d'autres termes, c'est la coordination entre toutes ces associations. Voilà. Et plus on donne la visibilité à tous les acteurs qui travaillent dans cette dynamique. Ça, c'est important. Après, il y a le réseautage avec les professionnels, avec les différentes institutions, avec l'enfant lui-même et sa famille. Ça, c'est important parce que donner cette culture à l'enfant, donner cette culture à la famille, c'est une forme de participation. C'est une forme de lutte contre les différentes formes de situations de non-droit. C'est ça. Donc le bilan pour nous aujourd'hui, il est très positif, mais en parallèle, on a des faiblesses, on a des maillons très faibles dans la chaîne de la protection des enfants. Lorsqu'on voit les chiffres et lorsqu'on voit les différentes situations, on dit que c'est beaucoup. Et en parlant justement de ces situations, on parle de violence, on parle de kidnapping, on parle de maltraitance des enfants, les enfants de la rue et les enfants dans la rue, à ne pas confondre parce qu'il y a deux catégories. Donc autant de phénomènes auxquels vous êtes très très souvent associés. Et aussi des phénomènes, je dirais, nouveaux, tels que les kidnappings et la mendicité, vous en avez parlé tout à l'heure, et aussi les enfants de la rue et les enfants dans la rue. Tout ça, c'est des phénomènes donc nouveaux que la société connaît et auxquels vous êtes très très souvent associés. Les enfants nés hors mariage, les enfants qui sont nés que par le mariage du Fatiha. Donc ils ont des problèmes. Les risques d'Internet, c'est un problème. Les violences sexuelles à l'égard des enfants, c'est un problème. Aujourd'hui, la famille, elle est acteur de cette violence, malheureusement. C'est souvent des dettes que les enfants payent, c'est les dettes des adultes que les enfants Justement, nous, on essaye de travailler ensemble et collectivement de façon que l'intérêt supérieur de l'enfant soit respecté, que la parole de l'enfant soit respectée, que la décision et les mesures prises soient écoutées et associées à l'enfant. Ça, c'est plus important. Et de l'autre côté, comment on arrive à zéro violence dans les perspectives. C'est ça l'objectif. Avec un environnement très fort de protection. Zéro violence, ça c'est l'idéal. Mais le minimum, il faut l'enregistrer. J'aime bien votre optimisme, monsieur. Ah oui, moi je suis très optimiste. C'est quand on arrive à dire voilà, zéro violence avec beaucoup donc, de protection, c'est que vous avez une chaîne, un maillon qui travaille donc en collaboration dont les organismes dont vous venez donc de citer le nom, et ça c'est très très important. Je reviens à vous mesdames, donc madame Kareb Sabrina, coordinatrice du réseau NADA dans la wilaya de Tizi Ouzou, pour parler un petit peu de votre mission première au réseau NADA. Merci. Donc, comme avait dit M. Alal, c'est un travail de coordination. Voilà. Donc, en premier lieu, je gère une association
déjà, avant d'être coordinatrice. Je suis présidente d'une association pour la promotion et la protection des droits de l'enfant. Et je suis coordinatrice du réseau NADA à Tizi Ouzou. Donc, je porte double casquette. Voilà, donc le travail se fait, parlant des projets et activités, nous essayons de travailler en collaboration, de prendre les projets que fait le réseau NADA au niveau national, on les fait descendre dans les wilayas, en particulier Tizi Ouzou. Voilà. Et bien sûr les wilayas qui sont autour, j'imagine aussi. Voilà, donc le travail se fait selon je travaille pas juste comme ça, mais il y a toute une préparation avant. Voilà, donc je transmets le travail à Monsieur Alal. Lui, il étudie bien sûr le travail. Nous avons toute une fiche technique à monter et tout. Après, voilà, on fait descendre le projet ou bien l'action bien sûr dans la société à Tizi Ouzou. Parlons des projets et actions. Voilà, donc on travaille récemment, on a travaillé sur un projet de lutte contre le travail des enfants, comme avait dit Monsieur Alal. Donc c'est un phénomène très récent et très qui prend de l'ampleur de plus en plus. Voilà, qui prend de l'ampleur dans la société algérienne. Voilà, on a travaillé dans les écoles, on a travaillé avec les parents et aussi avec... Parents. Oui, surtout les parents, c'est parce qu'ils jouent un rôle vraiment important sur l'éducation et surtout sur la protection, parce que la protection commence de chez lui. Voilà. Donc les activités, nous travaillons sur pas mal d'activités, non seulement la sensibilisation, un travail de terrain. L'information, oui. Parlons aussi des projets, on a monté pas mal de projets. Prochainement, un grand projet, Inch'Allah, qui va se mettre Inch'Allah, sur le terrain, ça va être... Voilà, la protection des enfants des risques d'Internet. Voilà, donc c'est la lutte contre la dépendance des enfants à Internet. Voilà. C'est un phénomène qui touche beaucoup de nos enfants, tout à fait. Aussi nouveau, les écrans, les qui a tablettes, émergé donc à travers cette nouvelle technologie qui est Internet. Et donc, oui. Et derrière, bien sûr, derrière moi, il y a toute une équipe, il y a toute une association, il y a aussi les autorités locales de la wilaya. Donc on travaille en collaboration, donc ils ont un appui quand même, ils nous aident, voilà, ils nous accompagnent. Très bien. Madame Bdjaoui, donc Sarah Bdjaoui, vous êtes quant à vous responsable des relations extérieures. Tout à fait. On parle de réseau, on parle de la coordination, on parle de quoi exactement? Bien sûr. Alors merci pour votre cordiale invitation. Et je voulais en fait éclaircir quelque chose, c'est que Réseau NADA, et depuis sa création, a planifié donc en fait, c'est une ouverture vers l'international. Donc, on a beaucoup de partenariats, donc à viser vers des partenariats pour faciliter la mobilité, donc à l'échange aussi. Donc, on a échangé avec plusieurs associations internationales. Donc, tout ça est à viser les petites associations aussi. Donc, donner une opportunité pour ces associations qui pourra faire quelque chose au futur. Voilà. Et aussi à leur niveau, là où ils sont, comme fait donc, tout à fait. Madame Kareb. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous faites partie du réseau NADA? Moi, depuis 2010, j'étais adhérente, bénévole. Puis, M. Alal m'avait fait confiance, bien sûr. Il m'a donné le titre, bien sûr, bien l'opportunité d'être coordinatrice de Wilaya. Donc, ça fait quand même. Et vous, Madame un beau temps. Alors, moi, ça fait très très longtemps. J'ai grandi avec le réseau NADA. Donc, c'est depuis 2007. Plus précisément, donc j'ai commencé en tant que volontaire. Ensuite, j'ai essayé de participer à plusieurs séminaires à l'étranger. J'ai été formatrice, tout à fait, absolument, à partir de 2010. Donc, on a essayé de participer à plusieurs séminaires, formations à l'étranger. Donc, on a acquis une expérience quand même, qui a essayé, en fait, cette expérience, qui a bénéficié, en fait, plusieurs de nos associations. Donc, nous a permis, bien sûr, de se mettre... Je vous ai posé la question parce que depuis 2010 ou encore 2017, il y a plusieurs dossiers que vous avez traités. Et ces phénomènes-là, donc kidnapping, violence sexuelle dans les écoles, enfin, dans les écoles, de manière générale ou autre, la violence dans les écoles, c'est des dossiers nouveaux. Est-ce que vous vous rappelez des premiers dossiers que vous aviez à traiter concernant ces phénomènes? Oui, bien sûr. Moi, je me rappelle très bien le projet de la citoyenneté avec plusieurs de nos collaborateurs.
Et ça a vraiment donné un... L'éducation civique. Tout à fait. C'est la suite. Ça s'appelle Active Citizen. C'est un principe anglo-saxon, disons, qui a vu le jour en Algérie depuis, disons, en 2010. Et c'était vraiment nouveau parce que le concept y est déjà en Algérie, donc c'est pas nouveau. Mais quand même, quand on le développe avec une nouvelle vision, c'est vraiment... ça a apporté... C'est une nouvelle technique, tout à fait. C'est une nouvelle approche. Et je me souviens très bien de nos jeunes à travers tout le pays. D'ailleurs, on avait fait des formations à plus de presque 300 jeunes algériens à travers le pays. Donc, vraiment, c'était une belle expérience. Et Inch'Allah, c'est à refaire et à donner plusieurs opportunités. De toute manière, j'allais dire, c'est un sujet qui est toujours d'actualité, la citoyenneté. Oui, donc, bien sûr. Parce que comme on a des générations qui viennent et d'autres donc, qui refont surface, ça c'est important aussi, c'est une action assez importante. Monsieur Alaa, le projet du foyer du cœur qui a fait un boom cet été, qui va mettre, donc, il va plutôt permettre à quelques 200 enfants maltraités donc, d'être accueillis au sein de ce projet. Et des enfants, comme je le disais tout à l'heure, souvent qui paient l'addition d'adultes. Juste pour rappel que c'est un projet qui n'est pas né d'hier, mais c'est un projet sur lequel vous avez travaillé quand même 10 ans. 10 ans, oui. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'il en est? On en a beaucoup entendu parler dans la presse, mais pof, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Non. C'est important de souligner que le projet, il est toujours là. Ça fait 10 ans qu'on a développé la conception, qu'on a impliqué un bureau d'études, des experts dans la réflexion. C'est pas juste mettre une structure comme ça. C'est vraiment, on a cherché la qualité. Et la qualité dans l'idée, dans l'approche, mais aussi dans les services. Qui pourrait en bénéficier? Alors, c'est tous les enfants, parce que c'est un centre d'animation ouvert qui permet l'accompagnement, la réparation, mais aussi il fait de la médiation avec l'environnement de l'enfant. À commencer par la maison, l'école. Qui sert à mettre l'enfant hors danger. Donc, dès qu'il y a un signalement, un enfant qui est maltraité, un enfant qui est en risque, un enfant qui subit de la violence, etc., bien sûr en coordination avec les autorités. Voilà. Le centre, il est là comme une alternative pour accueillir jour les enfants. Il y a une équipe pluridisciplinaire derrière qui est là pour donner de l'accompagnement, qui donne de la prise en charge. Mais après, il faut que l'enfant revienne sur l'état naturel. Et c'est à vous justement de faire en sorte qu'il revienne. Puis bien sûr, il ne faut pas qu'il reste dans le conflit. Maintenant, s'il y a un conflit conjugal ou familial, l'enfant, il n'a rien à voir dedans. Donc, il faut le mettre hors danger. Hors danger, ça ne veut pas dire que l'arracher de sa famille. Non, c'est juste une mesure qui passe par la procédure judiciaire pour protéger l'enfant. Et l'idée générale, c'est comment ce espace, ce foyer de cœur, il va participer dans le développement et l'insertion des enfants qui sont victimes de cette violence. C'est ça. Maintenant, nous sommes en train d'avancer sur la mobilisation des ressources. On a terminé tous les études techniques et administratives et tout ça. Et très prochainement, on va relancer les travaux de ce foyer. Je vais me permettre justement de vous interrompre, juste donc pour écouter Adel Asra tout de suite. D'accord. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. On revient donc à notre plateau, celui du réseau NADA, pour parler alors des formations. Tout à l'heure, on avait survolé un petit peu les formations. Il y a le volet formation, alors c'est composé de bénévoles et aussi de formateurs. Il y a même des jeunes qui viennent, qui sont algériens et qui viennent justement pour passer leur stage de fin d'études chez vous. Oui. Ça c'est, je veux dire, c'est un stage généralement de 2-3 mois. Jusqu'à 6 mois. C'est des bourses, c'est des étudiants algériens qui sont là-bas. La dernière étudiante, elle est venue de la Chine. Donc elle est là-bas à l'université en Chine, mais ils ont demandé qu'elle fait un stage en Algérie. Et justement, Madame Bdiaoui, vous avez donc été formatrice. Ça consiste en quoi? Vous formez ces jeunes-là par rapport à quoi? Alors en fait, ça dépend du concept, du thème, voilà. Donc, c'est selon le thème. Oui, tout à fait, absolument. Donc tout à l'heure, on avait parlé du programme de citoyenneté active. Oui. Donc vraiment, comment en fait, un simple citoyen peut aider localement à développer son quotidien. Soit, en fait, c'est un peu du coaching aussi. Du coaching, bien sûr, et à développer leurs idées. En fait, c'est carrément leurs idées qu'on peut en fait développer. En fait, c'est vraiment un concept nouveau à aider, en fait, par exemple, dans une localité où il n'y a pas d'espace vert, par exemple. Comment contribuer à un changement, Tout par à fait, exemple. absolument. Oui. Donc, on pourra aider à avoir déjà une vision de l'environnement et en même temps à éduquer cette notion d'environnement aux enfants aussi. Donc ça touche déjà les jeunes et aussi les enfants. Mais ça, déjà... à travers les projets voilà. qu'on lance avec les associations au niveau local, mais aussi tous les animateurs qu'on forme, ils deviennent des leaders et des acteurs de ce développement dans leur localité. Donc on peut dire que vous avez un peu des correspondants partout. Oui. J'ai l'impression que ça se passe comme ça. Alors le projet est en masse et après ça se diffuse, comme c'est le cas pour vous,
Madame Sabrina Carré. Voilà, j'ai un problème avec les... On me fait tout le temps la remarque. Je suis désolée, je ne le fais pas exprès. J'ai un problème avec les noms et les prénoms. Excusez-moi. Monsieur Halal, quand on a l'habitude de travailler, je veux dire, il est connu. Je veux dire, ça passe très vite, mais après, excusez-moi, j'écorche les noms, les prénoms. Je sais, désolée. Donc, Madame Carré, au sujet de la formation et justement de un peu ce poste que donne le réseau NADA à ses leaders un peu partout à travers le pays, vous en avez bénéficié et vous faites de sorte à ce que ça se passe à votre niveau comme ça, donc notamment dans la wilaya de Tizi Ouzou. Oui, effectivement, parlons du programme de travail des enfants par exemple. Il s'est passé au niveau national sur Alger, là où le réseau NADA avait formé des formateurs sur ce thème. Voilà, donc c'est la lutte contre le travail des enfants dans le marché informel. Voilà. Puis si on peut dire, le réseau NADA avait formé les coordinateurs de wilaya et quelques membres de ces associations qui sont membres et qui représentent le réseau NADA. Puis chaque coordinateur ou bien chaque formateur de chaque wilaya avait fait la même chose à son niveau, voilà, dans sa localité. Voilà. Donc on avait, nous aussi, on avait formé dans la wilaya des formateurs, voilà, c'était des animateurs, voilà. Donc c'était des enseignants par exemple, c'était des membres d'associations. Parce que oui, voilà, ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'il y a les bénévoles, les jeunes bénévoles, il y a aussi ces bénévoles-là qui sont dans le professionnel, que ce soit des psychologues, des sociologues, donc ça c'est aussi des experts aussi, ça c'est important de le souligner. Pourquoi on fait appel aux professionnels? Parce que faire face à un problème tel qu'il est indiqué, soit la maltraitance, soit la mendicité, il faut des spécialistes. Voilà. Donc les jeunes qui sont volontaires, qui veulent avoir une carrière professionnelle dans ce sens associatif, donc il faut le former. Sur des techniques d'animation, sur des techniques de communication, mais aussi sur le développement de projets. Et avec Sabrina, Tizi Ouzou et d'autres wilayas, donc on a développé ça au niveau des écoles. Mais au niveau de l'association, on a associé les parents, les professionnels de la région et les enfants eux-mêmes. Parce que informer l'enfant que le travail, c'est pas une bonne chose. Son parcours, à leur âge. Voilà, son parcours, c'est l'éducation jusqu'à l'université. C'est ça la notion qu'il faut donner. Maintenant, s'il veut développer une carrière économique plus tard, il y a la voie professionnelle. C'est ça, c'est cette culture qu'on veut. Vous voulez accompagner aussi, donc voilà. S'il veut travailler après, on l'accompagne, lui donne des notions. Voilà. Et même, par exemple, le réseau NADA avait même encouragé des enfants après 18 ans à monter leur propre projet professionnel. Voilà. Vous parliez tout à l'heure, Madame Djaoui, de tout ce qui est donc environnement, de tout ce qui est... Il y a eu aussi la classe verte, donc le 16 septembre, c'était l'Ikram. Parlez-nous un petit peu de ce projet. Alors, c'était une école. Et ça s'est passé ici à Ben Aknoun. D'accord. Au niveau c'était le premier lancement. Au niveau du parc de Ben Aknoun. D'accord. Donc, c'est un espace physiquement qui existe adapté, quotidiennement, aménagé d'une façon verte. Voilà, donc il y a des espaces verts, etc. Mais aussi, il y a des classes. Donc, l'objectif, c'est accompagner les enfants qui ont des difficultés scolaires et qui ratent la scolarisation. Donc ça c'est un travail quotidien qu'on fait. Et les week-ends, c'est des sessions de formation d'animation pour les enfants sur les droits de l'enfant, plus les parents, ils sont associés. Par exemple, là, le 20, le Maulid, donc il aura l'après-midi. Oui, j'avais vu le concours de la Tomina. Oh, mais je trouvais que c'était trop mignon. Le concours de la Tomina, c'est voilà, un concours que vous avez, moi-même j'ai vu sur Facebook, donc vous avez lancé un concours et donc c'est des enfants qui participent, et garçons et filles. Garçons, bien sûr. Ah, bah, garçons et filles. Donc l'idée, c'est comment une nouvelle idée qui va être développée au sein de la famille.
Donc il va cuisiner Il va préparer. avec sa famille. Oui. D'accord. Il va filmer, donc il va utiliser la technologie. Ah, Il ça va- c'est aussi pour ne pas qu'il triche aussi. Ça c'est un peu pour que ça soit pas maman qui le prépare et qu'on ramène. Plus important, c'est la participation. Voilà. Même s'il triche, parce que c'est pour la bonne cause. Voilà pas. Il va envoyer ça. Donc il y a un comité de juristes qui vont évaluer ça. Il y a une société qui va nous aider dans les cadeaux. Il aura une cérémonie symbolique pour la distribution des cadeaux. Mais le plus important, c'est cette chaleur. Oui. C'est ce Et pourquoi on sentiment. n'oublie pas justement nos valeurs, Voilà. ça c'est important aussi. Et Voilà. le Maulid, c'est un moment Et nos rites très rituels. Tout à sacré fait, pour sacré. nous. Donc, Effectivement. il faut donner cette valeur pour nos enfants, pour les Mais je générations. trouvais que c'est très sympathique. Alors, c'est, la Tambina, C'est une c'était bonne idée. aussi symbolique. Aussi. C'est Ça aurait pu créatif être aussi, c'est- autre chose, mais Exactement. c'est la Tambina donc, qui va l'emporter. On ne sait pas laquelle. Hein. C'est Donc pas voilà, la l'école, Tambina de c'est qui, ça, là. c'est ça l'école. Donc il y a une équipe pluridisciplinaire qui travaille sur place. L'idée, c'est vulgariser au maximum au niveau des écoles, à travers cette expérience. Et justement, j'allais vous La dire, Convention ça des droits de sera peut-être l'enfant. pas suffisant pour que tous les enfants puissent en bénéficier. Donc vous faites en sorte que ça se passe aussi au niveau des écoles. Des écoles, les centres de formation professionnelle, mais aussi nous sommes en train de programmer avec notre réseau dans les autres régions, avec le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Solidarité, d'aller vers d'autres régions avec cette expérience et de vulgariser au maximum ce Et concept. de la de droit généraliser Voilà. surtout. Monsieur Harar, un dernier point, le code pour la protection des enfants, donc proposé par le ministère de la Justice. Il y a un volet sur lequel je voudrais m'arrêter, il est mis sur pied, on est de d'accord l'enfant. Depuis 2015. J'ai bien envie de m'arrêter sur le volet médiateur. Oui. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il représente déjà? Qu'est-ce que veut dire la médiation dans donc, ce domaine qui est donc le droit des enfants? Alors, la loi 015-12, c'est une loi de protection de l'enfant qui veut rapprocher plus la protection sociale que la protection judiciaire. Surtout pour les enfants qui sont victimes ou bien qui sont en conflit avec la loi. C'est lui qui est acteur d'un acte de violence. De violence, oui. Voilà. Donc il commet une erreur infraction. dans sa vie, une infraction, etc. Donc comment Un donner délit, même. une dimension éducative pour corriger son comportement et éloigner plus l'enfant de la procédure judiciaire à travers soit la médiation, soit d'autres alternatives. Et qui sont les acteurs de la médiation, justement? Alors, tout ce qui est pénal, c'est le tribunal. D'accord. Sincèrement, donc c'est le procureur qui est responsable. C'est pas le juge des affaires familiales? Non, c'est le procureur, Ah, parce que d'accord. c'est pénal. Après, tout ce qui est affaires sociales et tout ça, donc il y a des médiateurs volontaires qui sont là, mais il faut qu'ils soient professionnels. J'allais vous dire, est-ce que c'est des spécialistes? C'est ou des alors spécialistes, bien D'accord. sûr. Et là, Eux, le ils ministère de la Solidarité est en train de former les cadres de leur secteur dans cette mission de médiation, parce qu'il est appelé à chaque fois, dans différents cas, avec le juge des mineurs, avec le juge de la famille, d'avoir une médiation au sein de la famille ou bien avec d'autres acteurs externes de la famille. Donc c'est un métier noble et important. Tout à fait. Tout à Voilà, qui accompagne la justice, qui accompagne l'action Qui sociale. facilite Et déjà qui donne des réponses. les rapports, oui, Qui tout donne à des fait, qui réponses. facilite, Donc oui. nous, la société civile, en tant qu'acteurs, nous sommes dedans. Donc on a des professionnels qui travaillent sur ce métier, en coordination bien sûr avec nos institutions. Très bien. Un dernier mot, mesdames, concernant donc le réseau NADA, peut-être de prochains projets que vous voulez annoncer. Oui, alors moi, en fait, c'est une invitation à tous les jeunes Algériens pour en fait participer activement, donc ou bien dans des associations, ou bien dans des projets à visée associative. Je crois que en fait vraiment c'est un appel, surtout dernièrement. En fait, comme ça, on pourra vraiment aider notre futur, donc notre Algérie, à développer ses capacités. Voilà, Très bien. les capacités des jeunes. Madame Karel. Voilà, moi je dirais que le devoir nous appelle, nous interpelle pour unir les rangs
Tout à fait. Voilà, pour un avenir meilleur de nos enfants, parce que enfants d'aujourd'hui, c'est citoyens de demain. Oui. Voilà, donc soyons solidaires, soyons optimistes pour ce changement. Comme vous l'êtes. Et pour- J'avais dit hors antenne, je disais, monsieur Alar, vos éléments sont aussi optimistes que vous, c'est bien, ça donne envie de... ça donne de la motivation, au fait. Monsieur Alar, un dernier mot. J'ai commencé avec vous, je vais terminer avec vous. Merci. Moi, je pense que le réseau NADA, c'est un exemple, c'est une expérience modeste. Il est là pour donner de l'espoir, participer dans les réponses, et surtout avec les différents défis. L'Algérie a toute la capacité, le potentiel de relever les défis, d'aller vers un bien-être et un avenir très développé. Et surtout, arriver à lutter contre cette violence. Zéro violence, c'est important pour nous. C'est important, très important. Je rappelle que vous êtes donc le président du réseau NADA. Vous étiez donc accompagné de Madame Kareb Sabrina, coordinatrice du réseau NADA dans la ville de Tizi Ouzou, et de Madame Djaoui, responsable des relations extérieures, aussi au réseau NADA. Merci beaucoup, mesdames. Merci, monsieur Alar. Toujours un plaisir donc de vous recevoir. Je vous invite, quant à vous, de rester avec nous. Justement, on va parler d'un autre sujet qui est en rapport, bien sûr, avec les enfants. Il sera question de leur sommeil. Avec notre invité, donc un spécialiste du sommeil, un médecin spécialiste du sommeil, juste après ce sujet de Farida Ben Meslim. À tout de suite. Les troubles du sommeil sont nombreux de nos jours. Cela va de la difficulté à s'endormir au réveil nocturne, en passant par l'insomnie du petit matin. À chacun son insomnie, pourrait-on presque dire, devant les multiples aspects de ce mal des temps modernes, grand pourvoyeur de fatigue et de stress. Comment la définir au juste ? Chacun de nous peut souffrir un jour d'insomnie, avec cependant des manifestations différentes. Insomnie occasionnelle ou chronique. Et puis beaucoup de facteurs peuvent venir perturber notre sommeil. On comprend donc qu'il existe différents types d'insomnie. Lorsque le sujet ressent son sommeil comme difficile à obtenir, insuffisant et non réparateur. Et grâce à un interrogatoire minutieux, on peut définir de quel type d'insomnie s'agit-il, car il y en a 3. On peut trouver une insomnie occasionnelle ou transitoire. Celle-là, elle fait partie de la vie normale et ne nécessite généralement pas de consultation, comme il peut s'agir d'une insomnie chronique. L'insomnie chronique, par contre, elle constitue un véritable problème diagnostique, étiologique et thérapeutique. Elle peut être d'origine somatique, comme c'est le cas avec l'insuffisance coronarienne, l'insuffisance respiratoire obstructive, douleur, fièvre, etc. Et ça peut être d'origine psychique. Et dans ce cas, il y a plusieurs registres. Ça peut s'agir de troubles anxieux, de troubles de l'humeur, de démence, de psychose. Et enfin, l'insomnie pharmacologique. L'insomnie passagère occasionnelle n'est pas grave. Celle qui pose un vrai problème est celle qui s'installe dans la durée, des mois voire des années durant. Elle est d'ailleurs mise dans l'agenda des problèmes médicaux, psychiques, psychiatriques ou anxio-dépressifs. Ces cas nécessitent une prise en charge spécialisée. En réalité, ça a débuté exactement avec le début de ma maladie. Le médecin, bon, je ne suis pas du domaine, je ne comprends pas, mais il m'a pas expliqué c'était quoi exactement. Il m'a dit urgent. Voilà, non, c'est surtout sa façon de m'avoir parlé qui m'a fait peur. Oui, ça m'arrive des fois de ne pas dormir, mais je pense beaucoup plus à ça parce que c'était subit. Je savais pas. Vous savez, le problème le plus majeur, c'est que lorsqu'on ne sait pas ce qu'on a, c'est-à-dire tu te poses toujours des questions. L'insomnie, bon, j'étais tout le temps occupée. Le travail تاعي كان يعمر لي كامل حياتي معليش نرقد 2 سوايع 3 مي بصح دايره في بالي بلي اون سيغتان بيريود وتخلص ومن بعد نريح ومن بعد هذيك لا بيريود كل يوم نقول غدوه تخلص مازال قاعده تمشي معايا حتى ومن بعد وليت نرقد 3 سوايع ومن بعد 2 سوايع ومن بعد ساعه. C'est-à-dire vous avez pris l'habitude de dormir. Voilà exactement. Donc من بعد فقت روطار بلي راني خلاص ماهوش يجيني نعاس. جي كونسلتي ان نورولوج مد لي الدواء مي من بعد كي حبس لي الدواء بوندون ان موا
عاودت وليت لو كا اللي كنت فيه ما عاودت وليت نرقد كامل الصباح ديجا لو كان باغ اكزومبل نغفى شويه اون دمي اور هكا لا بروميير دي شوز ندير دي كوشمار لا دوزيام دي شوز نوض راسي يوجع غير نوض من البنك هكا جو في 2 با ولا 3 با نبدا قلبي يخبط 120 125 حتى ومن بعد نحس جو بو با بروندر مون سوفل هكا يحس روحي بزاف تاع جو بو ريان فير دونك نقعد اليتي تو طون اليتي. Les effets de l'insomnie sont subis par notre corps, ainsi que notre esprit. La personne insomniaque se sent fatiguée, affaiblie, parfois dépressive. Elle manque de tonus physique et mental. Il devient difficile d'accomplir ses tâches, de se concentrer sur ses études notamment, ou son travail. Au volant, l'accident guette. Les conséquences nocturnes, bien sûr, c'est la souffrance psychologique, une anxiété intense. Et le plus important, c'est les conséquences diurnes. C'est surtout trouble de la croissance chez l'enfant. C'est surtout une irritabilité, une agressivité, somnolence. Et vous pouvez imaginer les dégâts que ça engendre, la somnolence au volant. Et enfin, la diminution des performances du sujet, c'est-à-dire troubles de la concentration, troubles de la mémoire, des difficultés d'apprentissage. L'insomnie doit être un motif de consultation. L'enquête médicale s'intéresse au cycle veille-sommeil de la personne, mais aussi à ses habitudes de vie et son milieu professionnel. Tous ces éléments sont liés. À partir de là est posé le diagnostic d'insomnie et de son type. La stratégie thérapeutique en découle logiquement. Pas toujours basée sur des médicaments, mais plutôt sur des conseils de réorganisation des habitudes, avec notamment l'apprentissage du respect du sommeil. La prise en charge d'un insomniaque se fait par paliers. D'abord, commencer par donner des conseils au sujet, comme par exemple avoir des heures ou des horaires fixes des repas, levés, couchés. Pratiquer une activité relaxante le soir. Limiter la durée de temps passé au lit. Supprimer les drogues psychostimulantes et l'alcool. Et enfin, au cours de la journée, encourager l'activité physique, des efforts physiques et l'exposition à la lumière. Deuxième palier, c'est apprendre au sujet l'autogestion de son sommeil. Et ceci grâce à un agenda veille-sommeil qui est tenu par le patient lui-même. Et pendant 1 à 2 semaines. C'est-à-dire, grâce à cet agenda, le patient redevient le maître de son sommeil et il reprend contrôle de ses nuits. Le troisième palier, c'est ce qu'on appelle les psychothérapies plus structurées. Il y a des techniques de relaxation et il y a les techniques cognitivo-comportementales. C'est-à-dire, c'est des techniques psychothérapeutiques dont la cible est la cognition négative, c'est-à-dire la pensée négative qui est à l'origine du comportement qui est l'insomnie. Et enfin, l'arme thérapeutique de dernier recours, c'est les médicaments. Un trouble occasionnel du sommeil est banal, mais quand cela se répète, l'avis médical est important, afin de briser rapidement la spirale infernale de l'insomnie et de ses conséquences. Et puis, il ne faudrait pas passer à côté d'une cause médicale patente. Le sommeil chez l'enfant et son importance pour son bon développement sera donc notre angle d'attaque aujourd'hui avec Dr Amrani Khalil. Donc vous êtes médecin et aussi spécialiste du sommeil et aussi le président de la Société algérienne du sommeil. Mahbabik, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec moi aussi sur le plateau, quelqu'un qui ne dort pas. J'ai ramené un cobaye aujourd'hui. C'est bien pour l'émission. Ça va faire un boom encore pour l'émission. Hakim Kshroud. Bonjour. Bonjour Wafa. Ça va, ça va. Quel plaisir d'être dans cette week-end. Le plaisir est partagé, d'autant plus que tous les téléspectateurs et fidèles de l'émission savent que c'est pour annoncer quelque chose. Vous venez, vous venez jamais à de passage. Si, quand on m'invite, il n'y a pas de souci. Si on m'invite, je viens. Mais je vais profiter de votre présence. J'ai dit, vous allez être le cobaye. On va vous poser des questions. J'ai on va l'habitude. savoir comment ça se passe, le sommeil chez vous. Très rare. Oui. Beaucoup de travail, très rare. Donc c'est décalé, c'est chamboulé et allez, voilà. La consultation, ce sera après. Pas de souci. Donc là, on va parler des enfants, si vous permettez. Il n'y a aucun problème. Docteur On Amrani, est tous des enfants. Le sommeil chez l'enfant est très très important. Je le disais tout à l'heure, il constitue l'un des facteurs essentiels pour son développement. Il est aussi important, et corrigez-moi si je me trompe, vous êtes là justement pour ça, d'avoir un bon sommeil de qualité et de quantité. Ça, c'est très important. Bien sûr, exactement ça. Et
Et puis, le sommeil chez l'enfant, c'est la fonction physiologique la plus importante, c'est la fonction noble. Le sommeil chez l'enfant, il est très très important parce que c'est lui qui va donner le développement mental, le développement psychique, la mémoire, la croissance. Donc, il est très très important. Et puis, on parle des sommeils des enfants. C'est-à-dire, il n'y a pas un seul sommeil parce que chaque âge, il a un sommeil. Donc, et des heures bien précises. Et des heures bien précises de chez réveil le nourrisson, chez l'enfant, le petit enfant, chez l'adolescent. Donc, c'est un sommeil qui est variable. Et on ne peut pas transposer le sommeil de l'adulte chez l'enfant. Ce n'est pas la même chose. Donc, l'enfant, son sommeil, il est très, très, très important. Donc, quand on parle d'un enfant qui commence à partir à la crèche, qui commence à acquérir des connaissances, cela aide donc, à un meilleur traitement des connaissances. Il entraîne une capacité donc, à traiter l'information nouvelle. Tout cela est en rapport, bien sûr, avec la similitude du cerveau. Exactement ça. Parce que l'enfant, c'est un organisme en pleine croissance, en plein développement. Et ça se développe pendant le sommeil. Donc, si je vous donne quelques chiffres, par exemple, chez le nourrisson, il a un sommeil de 16 heures à 17 heures par jour, entre sommeil et sieste, parce qu'il n'est pas encore mature, il est en train de grandir. Donc, avec l'âge, il va diminuer dans la durée du sommeil. Donc, il va faire des siestes jusqu'à l'âge de 3 ans. Et puis, à partir de l'âge de 6 ans, les siestes vont disparaître. Donc, je dis cela parce que on voit que les parents ne respectent pas la durée de sommeil de l'enfant. Donc, on voit maintenant des enfants qui sont éveillés la nuit jusqu'à minuit, ils dorment la journée. Donc, il faut respecter... Ils dorment en classe pour la plupart. Ils dorment en classe, donc il faut respecter la durée de sommeil de l'enfant. Et chaque âge, il a un sommeil. Donc, il faut se documenter. C'est une culture, le sommeil chez l'enfant. Donc, il faut lui donner son importance. Il est très important, le sommeil. Un exemple, pendant le sommeil, il y a une sécrétion des hormones, les hormones de croissance. Donc la croissance de l'enfant, elle se fait pendant son sommeil. L'immunité, donc plus l'enfant, il dort bien dans la qualité et la quantité, il est immunisé, donc il y a plus d'immunité. Par exemple, la mémorisation, donc si on apprend quelque chose fin de journée... Tout à fait. Et l'analyse aussi. Bien sûr, on a 30% de chances qu'on va le fixer pendant notre sommeil. Donc je dis ça pour les gens qui préparent des examens, le bac, le BF, le 6e. Donc quand on prépare quelque chose fin de journée, on dort juste après. Donc on le garde. Il y a 30% de chances qu'on le garde très bien. Donc la mémorisation. La cicatrisation, donc les petits bobos et les blessures, ça se fait pendant le sommeil, la régénération des cellules. Donc finalement, c'est une période très très importante. Il faut dire que déjà chez l'adulte, c'est le 1/3 de sa vie. Alors là, chez l'enfant, c'est le 4/5e de... Donc il est très très important. Ce qu'il y a, on ne lui donne pas son importance. On parle toujours de perte de temps, on parle toujours de sommeil, c'est une mort, on ne fait rien du tout pendant le sommeil. Au contraire, l'organisme de l'enfant, il est très actif pendant le sommeil que pendant l'éveil. Donc on insiste sur le sommeil de l'enfant parce qu'il est très très important. Alors là, l'école, donc l'enfant qui ne fait pas un sommeil correct, ce qu'on appelle un sommeil correct, c'est dans la durée et la quantité, le lendemain, il ne peut pas assimiler, il ne peut pas suivre les cours, il ne peut pas apprendre. Donc, on a un enfant qui a envie de dormir, qui est entre parenthèses feignant pour les enseignants, mais il n'est pas feignant parce qu'il n'a pas assez dormi la nuit précédente, donc il a envie de dormir la journée, manque de concentration, manque beaucoup de choses. On parle de sommeil même chez l'adolescent, donc si on ouvre une parenthèse par rapport aux jeux électroniques, à la télévision. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Donc on est en train de grignoter chaque année, d'après les études, 1 heure à 2 heures du sommeil de l'enfant. Tu as entendu, Camille, j'espère que voilà, maintenant tout ce discours-là, moi je le dis à mon fils, et tous les jours il essaie de négocier avec moi 1/4 d'heure, 10 minutes. Donc voilà, je n'ai rien inventé, c'est le médecin qui le dit. Et c'est donc un message aussi pour tous les parents pour qu'ils puissent prendre conscience, de s'organiser en sorte que, pour moi c'est 20 heures parce que mon fils a 9 ans. Donc 20 heures, il dort jusqu'au lendemain. Avant, il a 12 heures du sommeil. Voilà, donc il se réveille en forme. Il a entre 11 et 12 heures du sommeil, donc c'est... Voilà. Donc si on veut jouer, il ne faut pas le faire au dépend du sommeil. Tout à fait. Il faut se donner 1 heure de temps pendant... jusqu'il rentre de l'école, donc il prend un café, il peut jouer un petit peu, c'est légitime. Et les devoirs. Mais à partir de 20 heures, il faut savoir juste s'organiser. Il y en a qui disent aussi, ah tiens, je vais le mettre devant la télé, ça le fait dormir d'habitude, je le laisse devant la télé, ça le fait dormir. Il ne faudrait même pas qu'il y ait de télé justement dans sa chambre ou dans son espace. Dans les chambres, c'est interdit. Voilà. La télévision, elle est en principe, la place de la télévision, c'est le salon.
salon. Tu entends, Camille? Donc la chambre c'est pour dormir, la cuisine c'est pour manger, donc il faut chaque endroit à sa place. Exactement ça. On va revenir, on va profiter de la présence de Hakim qui ne dort pas. Alors Hakim, il me dit c'est dû à mon métier, il dort pas le soir, il reste éveillé et le lendemain, le comble c'est qu'il vient en forme le matin. Après, c'est une habitude. Quand on rentre dans un rythme de vie, après, c'est une question de vie. C'est un rythme, je sais qu'après... Et vous vous sentez pas fatigué le matin? Si, je me sens fatigué en fin de journée. C'est sûr qu'en fin de journée, on est complètement claqué, on est usé, on est fatigué. Mais quand on prend l'habitude de ne pas trop dormir et de se réveiller de bonne heure, ça arrive pour la plupart des gens. À la pastille, on me demande combien de café, combien de cigarettes vous consommez. Après, en plus, il y a les inconvénients. Il y a le café, il y a la cigarette qui joue un rôle aussi dans l'éveil de la personne. Mais c'est un mauvais éveil, comme on dit. Hein, parce que, en gros... En fin de journée, ça fatigue. Il faut revenir et on perd du temps pour rien du tout. Malheureusement, vous êtes pour conscient? nous. Oui, je suis très conscient. Je suis très conscient. Je suis cadre du sport. J'enseigne ça, ou plutôt j'enseignais ça à mes élèves, à mes enfants, ceux que j'entraînais. C'est-à-dire s'entraîner, dormir, se reposer, étudier et puis rebelote toute la journée. Pour certains, c'est une monotonie parce que ça revient tous les jours. Il dit aujourd'hui je fais une exception. Cette exception fait en sorte qu'à un certain moment, ça devient une habitude et une mauvaise habitude et où on perd ce rythme du sommeil, c'est-à-dire les 7 heures ou les 6 heures de sommeil pour une personne âgée, les 7 heures de sommeil, 8 heures de sommeil pour un enfant. Chaque âge a ses heures de sommeil. Nous, dans notre cas, en tant que journaliste, c'est vrai qu'on n'a pas d'horaire. Parlez pour vous. Voilà, je parle pour moi. On n'a pas d'horaire. On travaille pratiquement tous les jours. Il y a des matchs, il y a des sorties, il y a des événements qui se déroulent. Et donc, à ce moment-là, on prend sur le sommeil. C'est le seul moment, c'est les seules heures où on peut grappiller. Voilà, on grappille sur notre nuit. Et malheureusement, c'est comme ça. Docteur Amrani, si vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi pour parler de la 5e édition du Congrès international pluridisciplinaire sur le sommeil. Donc ça va se passer au sud algérien, plus précisément à El Oued, avec pour thème cette année les comorbidités cardio-métaboliques, respiratoires et sommeil. Exactement ça. Donc notre société, la Société algérienne de médecine du sommeil, elle organise cette année son 5e Congrès international du sommeil. On a choisi cette année la ville de Ouadsouf, donc c'est peut-être un choix stratégique. On voulait délocaliser un petit peu notre congrès pour toucher la population du sud et sud-est. Et comme c'est un congrès international, j'imagine que c'est pour faire connaître souvent, aussi donc on a choisi cette année cette région. Donc le deuxième objectif, le premier il est purement scientifique, donc c'est un congrès international, il y aura des Maghrébins, donc Tunisiens, Marocains, des Français. Donc on va parler de... La thématique la plus importante, c'est le sommeil. Et cette année, c'est les comorbidités cardio-métaboliques et respiratoires. On oublie que les troubles du sommeil génèrent des complications cardiovasculaires, en l'occurrence l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque, les troubles du rythme, le diabète, les troubles respiratoires, l'apnée du sommeil, la somnolence au volant. Donc tout ça, chaque année, on rappelle ces comorbidités. Donc il y aura des étrangers, des experts de renom international, il y aura des Algériens, donc il y aura des communications, des ateliers. Le deuxième objectif, il peut être touristique parce que en tant qu'Algérien, moi j'essaie de promouvoir cette destinée Algérie par rapport à nos invités français et maghrébins, c'est-à-dire tunisiens et marocains, et par rapport aux médecins du Nord. On va inviter à peu près 150 médecins du Nord qui vont partir avec nous vers le Sud. Donc il y aura un échange culturel, une découverte, un échange scientifique et culturel. Donc ce congrès international qu'on espère, ça va être une réussite comme tous les congrès qu'on a organisés. Donc ça va se passer. Donc on invite tout le monde, tous les médecins qui... Je rappelle que ça se passera le 29 et 30. Le 29 et 30. Et on peut s'inscrire sur... on peut s'inscrire, il y a la page de la Société du Sommeil. On peut s'inscrire, tout le monde est invité, donc on invite tout le monde. Il y a une inscription qui est obligatoire parce qu'il faut s'organiser correctement. Et j'espère que l'objectif sera atteint. Donc, surtout, on sensibilise les gens par rapport aux accidents de la circulation, à la somnolence au volant. On va parler du sommeil de l'enfant aussi. Et tous les médecins sont invités, cardiologues, endocrinos, diabétologues, médecins internistes, pneumologues. Je vous remercie pour votre intervention. Je rappelle que vous êtes spécialiste du sommeil et aussi le président de la Société algérienne du sommeil. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Donc, à 2 minutes. أنا حبيت توري لي شطارك في 2 minutes اللي كاع لو ريزومي تاع
Voilà, allez. De ce qui se passe. Oui. Eh ben, bonjour Allez, Wafa. après. Le programme. Bonjour Wafa. Allez, le programme de ce week-end, déjà dès cet après-midi à suivre sur Canal Algérie à partir de 16h. Match de mise à jour du calendrier du championnat professionnel Mobilis Ligue 1. Match de mise à jour donc de la 10e journée. Rencontre qui opposera le Cap de Borj Bouarerech qui affronte au stade Omar Hamadi le Parado Athletic Club. Ces deux formations sont à la recherche de points avant la fin donc de cette phase allée. À 17h, le match à suivre également sur la chaîne donc nationale avec l'entente de Sétif qui reçoit le Nasser Hussein Day. Également match de mise à jour de la 12e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1. Demain samedi, il y a la Coupe du Monde d'escrime. Ça se passera à la Salle Hacha en direct sur la chaîne Canal Algérie à partir de 17h15. Et puis dimanche, n'oubliez pas, 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie affrontera à Lomé le Togo pour la première place et une qualification à la CAN 2019. Fin. Waouh. Heureusement que vous ne dormez pas, hein. Si vous dormiez, ça aide des fois. Je ne sais pas ce que ça aurait donné. Ah bah si, je me serais endormi. Claire. En lisant mon papier. Voilà, en le lisant. Enfin, en le disant. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous revoir. Merci d'être passé, nous voir dans l'émission. C'est moi, le plaisir. Excellente semaine à tous. Je vous revois donc, si tout va bien, Inch'Allah, vendredi prochain pour votre émission C'est le week-end. Au revoir.